il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché en France par an. Si on prend, ça, c'est tous les vêtements vendus chez Carrefour, chez Auchan, chez Shein, chez Zara, chez qui tu veux, Ok. tout le monde, ça fait Toute 3 une belle milliards collection. partout. Ça inclut les marchés publics, les uniformes, tous les vêtements fabriqués, enfin distribués sur le marché français en France par an, c'est 3 milliards. Sur ces 3 milliards, tout confondu, tu en as que 3% qui sont effectivement fabriqués en France. Dit autrement, on importe 97% de nos vêtements. 90% de ces vêtements restent dans nos placards, donc on en achète beaucoup trop et quand on n'achète rien localement. Alors qu'on sait que voilà, tous les Français le savent, ils ont envie de soutenir le Made in France, ils ont compris que c'était plus d'emplois, ils ont compris aussi que c'était moins de CO2. Un t-shirt Made in France, c'est 5 kilos de CO2 émis, un t-shirt Made in ailleurs, c'est 10. Bonjour à tous et bienvenue dans Dialogue. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur qui a osé partir d'un pari simple et génial, montrer qu'on peut tout réinventer, même le slip. Guillaume Gibaud a lancé le slip français en 2011 avec une idée forte, fabriquée localement avec des savoir-faire et insuffler une bonne dose d'humour et d'audace dans l'industrie textile. Depuis son aventure, a connu des succès incroyables, quelques tempêtes et aussi un rebond spectaculaire pendant la crise sanitaire avec la fabrication des masques. Aujourd'hui, le slip français, c'est plus de 80 ateliers partenaires partout en France, une usine flambant neuve à Aubervilliers et surtout un engagement intact pour faire bouger les lignes du Made in France. Dans cet épisode, on va parler d'entrepreneuriat, de résilience, de vision à long terme et peut-être aussi des slips. Alors bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner. Salut Guillaume, Salut, merci de me recevoir. merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir d'être là. Comment tu vas? Et écoute, ça va, un peu dans le speed, mais je rentre de vacances. J'étais en vacances la semaine dernière, donc Trop écoute, chouette. ça va, je suis en forme. Un peu plus zen. Et imaginons un classique, on se retrouve dans un ascenseur. Comment tu te décrirais en quelques mots? Écoute, l'elevator pitch, je m'appelle Guillaume, j'ai 39 ans, j'ai 40 cette année. Ça, c'est Moi ça aussi. waouh, dur. Enfin non, c'est super. Je suis parisien, je suis entrepreneur, et depuis bientôt 15 ans, j'essaie de montrer que c'est possible de fabriquer des choses en France parce que c'est du bon sens absolu, mais c'est sacrément difficile à faire. Je suis le président du slip, j'aime bien ce mot-là, président du slip, ça veut tout dire. On va en parler en long, en large et en travers, mais je suis quelqu'un qui essaie de faire les choses avec beaucoup de bon sens et beaucoup de cœur, et j'ai envie de faire des choses, dont je me souviendrai quand je serai vieux. Voilà Qui ce ont que beaucoup de j'essaie de sens faire. en fait. Ouais, exactement. Et avant qu'on parle du slip, parce qu'évidemment on va en parler, est-ce que tu peux nous dire qui était Guillaume petit et quel a été ton parcours? Et écoute, et c'est évidemment en lien avec, l'échange qu'on va avoir, mais moi, mon papa a eu un grave accident de voiture quand j'étais petit. Il est traumatisé crânien, il est handicapé et donc j'ai été, petit, très en miroir de cette situation-là et Tu avais quel âge? j'avais 5 ans. D'accord. Donc forcément, c'est quelque chose qui marque très fort et donc j'ai été, le petit enfant très sage modèle puisque quand autour de toi, il y a une situation familiale aussi compliquée, chacun évidemment a son parcours, mais dans mon cas, c'était ça. Quand du jour au lendemain, ta figure paternelle, est quelqu'un qui est, voilà, totalement diminué, qui peut plus, porter cette casquette paternelle et en plus, par ricochet, tous les autres gens autour de la famille, de l'entourage, les personnes de confiance, bah, sont elles-mêmes totalement bouleversées. Bah, du coup, par miroir, souvent les enfants, deviennent finalement quelque chose de plus fort et donc moi, j'étais un enfant qui s'autorisait jamais à ne pas aller bien, à faire des crises, à être en colère. Voilà, j'étais finalement, quelqu'un de très rassurant, ce qui est bizarre ce qui est pas le rôle d'un enfant. Donc j'étais un enfant très, très sage, très bon à l'école, j'ai jamais fait une vague, Ouais, et tu te quand sentais pas légitime ah bah, à en faire quoi. c'était déjà tellement compliqué dans ma famille qu'il fallait pas en rajouter et donc j'ai été l'enfant modèle très sage, jusqu'à mes 25 ans, je crois. Donc j'ai fait une crise d'enfance ou d'adolescence très tard. Donc j'ai été un enfant, Modèle quoi. très ouais, vraiment presque un peu chiant, je pense, mais très sage. Et donc après, donc ça c'était ton enfance. Après donc qu'est-ce que tu voulais faire? Tu savais déjà ce que tu voulais faire plus tard? Non, je suis passé par plein de trucs. Quand j'étais petit, je voulais être, celui qui appuie sur le bouton pour faire décoller les fusées, j'ai voulu être pilote de chasse, j'ai voulu être pompier, Tu et cherches un ouais, je me cherchais un peu, j'ai du coup été, comme je le disais, vraiment l'élève modèle, pas une vague, j'étais au lycée Louis-le-Grand, en prépa Henri IV, je suis rentré à HEC derrière, sans jamais trop savoir ouais, ce que un je voulais faire, parcours mais idéal quoi, voilà le exemplaire. parcours, qui coche toutes les cases et en sortant de l'école, j'ai commencé un premier job chez General Electric,
dans un graduate programme, pareil, qui coche toutes les cases, un boulot bien payé à La Défense en costume, ça cochait toutes les cases, ça Mmh. rassurait tout le monde et c'est là où finalement, confronté à la réalité de ce qu'allait être ma vie d'adulte, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait?» Et c'est à partir de là que j'ai un peu, ouvert la case de l'insolence, pour le meilleur et pour le slip, ce qui est un premier jeu de mots, Pas mal, de ce pas podcast. mal. Voilà, mais ouais, c'est arrivé l'insolence est arrivée graduellement un peu plus tard. Donc là, tu as démissionné? Donc là, j'ai démissionné de chez General Electric au bout de 3 mois. Vraiment, donc j'avais 24 ans, je sortais d'HEC, je prenais un job, bien payé dans une des plus grosses boîtes de la planète et j'allais faire, je bossais en comptabilité, je réconciliais les notes de frais du groupe et j'allais en costume tous les matins dans les RER A et je lisais la biographie de Jean Mermoz par Joseph Kessel, qu'un copain m'avait offert, en me disant: «Bah, tiens, tu as envie d'aventure, tu sais pas trop où tu en es dans ta vie, tu as pris ce premier job mais tu as peut-être envie d'autre chose, lis ce bouquin». Et là, je lis le bouquin de, Joseph Questel, qui est un grand reporter, écrivain français, qui raconte la biographie de Jean Mermoz, qui est un héros de l'aviation française, voilà, qui a écrit les premières heures de l'aéropostale, qui volait sur des avions sans GPS, sans radar, à 30 mètres du sol en traversant l'Atlantique en 1930 et je me dis: «Là, si j'ai envie d'un peu Gap, de» quoi. ouais, il y a quand même un gap entre ça et les notes de frais à La Défense. Bouge-toi le cul, mon gars. Et donc je démissionne et je cherche un job un peu plus entrepreneurial, un peu plus terrain et je tombe sur une offre de stage chez Bio C'est Bon, OK. les supermarchés bio et je me dis: «Bah, ça fait du sens, c'est cool», c'était le tout début, il y avait vraiment 3 magasins, c'était le tout C'était début. récent Mais d'ailleurs l'époque juste du à côté bio, d'ici, on enregistre dans le 15e et c'était, rue Saint-Lambert, juste à côté et je rencontre, un équivalent sûrement d'un Joseph Kessel, Thierry Brissot qui était le patron de chez Bio C'est Bon. Un homme formidable qui mesure 2 mètres, qui ne prend jamais une note, qui porte des costards verts avec des pochettes roses excellent, oui. et on parle de Joseph Kessel, on parle de plein de trucs. Il me dit: «Écoute, viens, tu as pas l'air trop con et tu as l'air sympa, je t'embauche». Je sais même pas quel job je vais faire chez lui. Je sais même pas combien je vais être payé, mais je démarre avec lui et pendant 18 mois, je vais apprendre à ses côtés. Je vais être chef des ventes, donc je vais être en charge de l'ouverture des magasins et du recrutement des équipes. Donc développer, le retail, toutes les nouvelles Développer, boutiques. ouais, d'ouvrir les boutiques, j'y connais rien, hein. J'ai Ah oui, 24 ans, voilà, j'ai parce que jamais rien ça fait, voilà, je recrute, une centaine de personnes, j'ouvre, 6 magasins, j'achète les frigos, les clims, je gère tout le quotidien d'une chaîne de supermarchés. C'était génial, c'était de l'entrepreneuriat 101. J'ai adoré. tu as mis, directement, les pieds dans l'entrepreneuriat, Ouais, exactement. J'ai exceptionnel. compris avec lui que, bah, l'entrepreneuriat, c'était du bon sens et du travail, que si tu connaissais rien à un sujet, mais que tu y mettais ta tête dans le bon Mmh. sens, tu pouvais sûrement réussir à comprendre. Et j'ai adoré cette liberté, j'ai adoré ce côté très concret. Le samedi, quand j'avais pas bien fait mon boulot, bah, s'il y avait un problème sur les caisses, en fait, on m'appelait parce qu'il fallait que les clients puissent payer, quoi. Et en fait, tu as des clients, enfin, Oui, c'est du concret. c'est du concret, c'est la vraie vie, quoi. C'est pas des slides et j'ai adoré ça et j'ai fait 18 mois assez dingues où vraiment, j'ai compris qu'il y avait rien d'impossible dans la vie, quoi. Si on essayait, on pouvait tout sortir de terre. Et j'ai le visuel du Bio C'est Bon de Parmentier, qui est sûrement un carrefour, bio aujourd'hui. Il me donne les clés du truc, c'était un immense bâtiment de 1000 m². Il y avait rien. Tous les meubles étaient en kit par terre. Il me dit on était le Débrouille-toi. mardi, il me dit: «On ouvre dimanche». Ah oui, Titi. C'est-à-dire, l'agencement et tout. dimanche, dans un mois, quoi. «Ah non, non, ce dimanche, il te reste 8 jours, enfin 6 jours». Mais c'est impossible. Il me dit: «Mon petit Guillaume, tu vas y arriver». Et on y est arrivé. Ça, alors, c'était bien crado et tout, mais on s'y est mis, on a retrouvé et vraiment, je me souviens le soir, tu vois, à 20h, je regarde tous les meubles par terre, je me dis: «Bah, franchement, 50 de chance, ça le fait pas. Bon, allez, ça va le faire. Moi, ça va pas le faire». Et vraiment, je dis: «Vas-y, on y va». Et c'était super. Et à la fin, on y arrive. Et ça a marché. Et ça a marché. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, tu t'es tournée vers, Bio C'est Bon, qui est quand même une boîte donc bio. Ça fait beaucoup de sens aussi pour toi. Ouais, je crois que Ça ça faisait faisait partie du déjà de sens tes pour valeurs? moi, ouais, de travailler dans les choses qui font avancer dans le bon sens. J'en ai pas du tout conscience, hein, à ce moment-là, Là, j'y vais pour, non, 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 je pense tu le qu'avec du continu. recul, bien sûr que je me rends compte qu'aujourd'hui j'essaie de m'engager dans des projets qui ont du sens pour moi. Mais je le fais totalement de façon inconsciente à l'époque. Je suis un peu perdu. Tu savais Je pas fais une encore. rencontre humaine d'abord avec ce Thierry Brissot, qui est lui, là-dedans plus par l'opportunité business que les valeurs. Ça lui plaît, tu vois? Mais c'est clairement pas son driver. Et moi, j'en ai pas conscience. J'y vais parce que ça fait du sens, mais avant tout pour la rencontre. D'accord. Comme d'ailleurs derrière, le slip français,
Donc au bout de 18 mois Comment chez Bio ça c'est s'est bon, fait, je ouais? m'éclate, mais je comprends que ça sera jamais ma boîte. Là, tu as envie de faire quelque chose pour toi. Ouais, je comprends que je veux monter ma boîte, j'ai 25 ans, j'ai pas encore de contraintes, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de prêt immobilier, je suis très libre et je me dis: «Si je le fais pas maintenant, je le ferai Ouais. jamais» et donc au bout de 18 mois chez Bio c'est bon, je me dis: «OK, je cherche une idée». J'ai pas l'idée de génie, tu vois? Je pense que je serai jamais l'entrepreneur qui invente un Alan ou un tu vois? Ou un Swile ou un tu vois? Mais par contre, Après, parfois, il suffit d'une petite idée avec laquelle on peut voilà décoller. et je me dis: «Bah, la mode, j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours bien aimé les fringues, j'ai toujours bien aimé les marques, j'ai toujours bien aimé les marques françaises». C'était quoi tes marques à l'époque? Bah, sur différents niveaux de positionnement, mais Louis Vuitton, Hermès, Ouais, Petit Bateau, Aigle, toujours le Lacoste. savoir-faire, Ouais, ouais. l'histoire de le lien de la France à la création, au savoir-faire et à la qualité et je me dis: «Bah, finalement démarrer une marque de mode, c'est pas si compliqué. Il faut un logo, un stock de départ, il y a pas besoin de Mais mettre tu t'y de l'argent, connaissais à la mode? que dalle, rien du Tu tout». dis que c'est pas si compliqué, mais Non, non, comment tu c'est t'y ça, j'y connaissais pas du tout Mmh. et je me dis, en fait, si je raisonne un peu par élimination, dans la mode, il y a un truc qui est en train d'exploser, c'est la vente en ligne. À l'époque, en 2011, 2011, ouais. heu 2011, Instagram n'existe pas en France, donc c'est te dire le chemin qui est parcouru, entre ce moment-là et aujourd'hui et je me dis quand même les sous-vêtements, c'est petit, c'est léger, ça s'essaye pas, les mecs ils sont hyper fidèles, donc c'est un super produit à vendre en ligne. Là, tu pensais homme, déjà? Là, je pensais homme, ouais, ouais et je me dis, en tout cas, je me dis sous-vêtements et je me dis: «Bah, si je raconte une histoire sympa autour de savoir-faire français, du sous-vêtement, il y a un truc à faire» et on boit des bières avec des potes et je leur dis: «Je vais faire une marque de sous-vêtements fabriqués en France, ça va cartonner» et j'ai un pote qui me dit: «Mais tu es ma boule, qu'est-ce que tu vas foutre à vendre des slips? Ça va jamais marcher». Je lui dis: «Je vais pas faire n'importe quel slip, je vais faire le slip Mmh. français» Et c'est comme ça que le nom est venu? et c'est comme ça que le nom est venu et c'est comme ça que Des tout a démarré. Mais du coup, 15 ans plus tard, maintenant qu'on est, on va raconter toute l'histoire, mais, j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle je suis si sensible à la France. Ah, j'allais te demander, Ouais c'est quoi ton rapport justement à la culture et française? ben, tu vois, si on écoute parce que j'ai fait quand même pas mal de podcasts, mais j'essaie de garder un peu des nouveautés. Si on écoute tous les podcasts que j'ai pu faire avant, je dis qu'il me faudra peut-être 10 ans de thérapie pour comprendre pourquoi c'est quand même bizarre ce lien à la France que j'ai. La France pour moi, c'est le panache, c'est l'audace, c'est, la Révolution française, les Daft Punk, Teddy Riner, Paris 2024, Tony Estanguet. Tu vois? C'est tout ce qui peut faire, Oui, vibrer, vibrer ouais. et tirer vers le haut de façon très ouverte et très positive. Oui, sur tous les fronts, tous les Sur secteurs. tous les fronts, créativité, histoire industrielle, la Le TCOR, Jean sport. Lermoz, qui est celle, le sport, tu vois? Antoine Dupont, Mbappé, voilà, tout ce qui est français et qui tire vers le haut me fait vibrer et j'ai toujours du mal à l'expliquer et en fait, on y reviendra peut-être, c'est un peu décousu mon histoire, mais à l'occasion de l'ouverture de notre usine Bonne Nouvelle, Aubervilliers, qui fabrique des slips en France, on a 40 ouvrières qui sont toutes d'origine vietnamienne, chinoise ou cambodgienne, donc plutôt asiatique, qui travaillent en France, qui sont en France depuis 20 ans, 30 ans. La plupart sont françaises, d'autres ne le sont pas. Elles ont des enfants qui construisent des vies en France. Voilà, c'est des gens de la première ou deuxième vague d'immigration et j'ai parcouru une grosse partie du parc industriel textile français. Chaque usine a son bassin, d'emploi. À Lyon, tu vas avoir des gens d'immigration, qui viennent de régions différentes. Dans l'ouest et en Bretagne, tu vas avoir moins d'immigration, mais la réalité de nos usines en France, c'est beaucoup des gens qui viennent de l'immigration, première deuxième vague, 1re, 2 génération, je veux dire et un jour, en allant dans cette usine, je repense à une lettre que j'ai trouvée de mon grand-père qui s'appelle Alex Flamm et mon grand-père en 1939, il est d'origine autrichienne, il est né à Vienne. Il écrit une lettre au ministre de l'Éducation en lui demandant sa naturalisation française et mon grand-père, il fait partie de cette deuxième génération de juifs d'Europe de l'Est qui arrivent en France et il écrit une lettre il a 14 ans et c'est un enfant de 14 ans qui écrit cette lettre au ministre de l'Éducation en demandant à être naturalisé français en disant: Incroyable. «J'ai qu'une envie, c'est de, porter les couleurs de la France, de m'engager si un jour il devait y avoir un conflit armé et de pouvoir, être dans le papier ce que je suis déjà dans le cœur». Je découvre cette lettre, Incroyable. évidemment que je l'ai découverte il y a 7 ou 8 ans, tu vois? 5-6 ans, mais je l'avais oubliée, j'y pensais pas et j'avais pas connaissance de cette lettre quand j'ai démarré le slip français, mais en fait, je vais voir ces ouvrières chinoises à Aubervilliers, d'origine chinoise à Aubervilliers et je me dis: «Mais en fait, moi, mon grand-père, il est arrivé en France, il parlait pas le français, il était pas français et moi, j'ai fait lycée Louis-le-Grand, Henri IV et HEC et je fabrique le slip français avec des ouvrières qui sont aujourd'hui en Chine et donc elles sont d'origine asiatique. Mon grand-père, quand il est arrivé en France, il est d'origine, juive d'Europe de l'Est, donc
c'est pas les mêmes physiques, mais c'est la même histoire. Et je me dis: «Waouh, Incroyable. là, je crois que j'ai, la réponse» et du coup, mes auteurs préférés sont Joseph Kessel et Romain Gary. C'est que des étrangers qui sont arrivés en France, mais qui peut-être plus que les Français vénèrent l'idée de la France et cette idée des droits de l'homme et de l'universalité et de ce que finalement les Français ont se sont toujours raconté de belles histoires sur eux-mêmes et ça tire les Français, le monde vers le haut et du coup, j'ai au bout de 15 ans, je crois que j'ai enfin la réponse de ce pourquoi j'ai monté, le slip français, pour l'humour, pour le panache, mais surtout pour montrer qu'en France, on était capable de faire des choses assez dingues et peut-être que ça commence par le slip et c'est un peu bizarre, mais en tout cas, ouais, ma démarche, elle est de montrer qu'en France, on a un esprit d'ouverture et d'audace et que ça permet de faire de grandes choses. Tu parles d'audace et justement, vous êtes, le site français, vous êtes connu aussi pour, la communication décalée et l'arrivée sur les réseaux sociaux et toi, tu te mets beaucoup en scène. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller les suivre sur, Instagram. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît? Est-ce que ça vient de toi, De me cette mise mettre en en scène, scène? moi, tu veux dire? Ouais. Alors, On te pousse à le faire? non, Quelque c'est chose c'est assez naturel, alors que c'est moins naturel. Mon frère est encore ah oui, mais plus à l'aise à l'exercice. alors le frère de Guillaume, c'est Grégoire, Gibault, plus connu sous le nom de Major Mouvement, que j'ai reçu il y a quelques semaines. Voilà. Voilà, donc Greg, lui, il y va encore plus franchement que moi, Oui, mais moi, j'ai compris que c'était un outil, très puissant. Je suis à l'aise avec l'exercice et j'aime bien ça, mais je garde vraiment une part, je pense, plus de oui, ch business, quoi. ouais et puis je fais beaucoup plus la différence entre ma vie perso et ma vie pro, donc je mets pas ma vie perso sur Y a les rien. réseaux. À part quelques marathons pour, Ouais, Paris exactement. À part 2024, effectivement, à part des trucs effectivement un peu plus, sportifs ou quand il y bien a un buzz de sûr, performance ou quand je trouve que c'est intéressant à faire. bien sûr. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus, et je suis plus vieux aussi, peut-être il y a peut-être une génération entre mon frère et moi, mais Mais c'est bien de cloisonner aussi, tu as en tout peut-être cas, je le ressens comme ça et mais par contre, j'aime bien ça et en fait, je crois que j'aime bien incarner ce que je fais, l'action que je porte et mon entreprise, donc ça, je le fais avec plaisir et puis, voilà, c'est vrai que ça fonctionne et c'est une façon authentique et efficace de passer son message, donc bah, exactement et puis aujourd'hui, on attache beaucoup d'importance aussi aux fondateurs, aux créateurs et pas seulement à la marque. Parce que quand on parle slip français, on pense à toi. Enfin, c'est aussi un visage sur une marque et ça, c'est hyper fort. c'est sûr que c'est un levier, ça met de la transparence et c'est aussi, à double tranchant, hein, parce que quand il y a des trucs qui marchent moins bien, on les vit beaucoup plus intensément. Ouais, bien sûr, tu Donc peux là, continuer. évidemment, je te raconte l'épisode, nous, de Bad Buzz qu'on a eu, l'épisode du Blackface de 2020, mais que maintenant que j'ai la réponse à ce pourquoi mon slip est français, je suis un On peu la plus suit. armé pour y Ouais, répondre, mais oui, en 2020, on a, des personnes dans l'entreprise qui sont dans la sphère privée, dans une soirée blackface où l'un est déguisé en blackface. Et du coup, il y a amalgame total entre le comportement privé de 2 personnes et l'entreprise et là, on rentre dans une bulle qui est infernale où, ouais, c'était vraiment une tempête ça a sur été super dur. On s'est fait le succès. casser les vitrines, Ah oui, ah ouais, ça a été super, super dur. Ça a été un moment d'implosion de l'équipe puisque, vous étiez combien à ce on moment-là? était 110, Déjà, ouais, on était 50 au siège et 60 dans les boutiques et là, tu dois gérer le spectre humain entre, d'une part, la militante antiraciste qui est employée dans une boutique qui démissionne du jour au lendemain. Au milieu, le oui, il y a de l'interne aussi, c'est pas que de l'externe. bah, bien sûr et avant tout, c'est interne, hein, c'est par rapport à un événement externe qui n'a, encore une fois, je le redis, rien à voir avec l'entreprise. Ouais, il se trouve que c'est des salariés, mais qui font ce qu'ils veulent quand ils sont dans la sphère privée, parce qu'ils bossent Tu vois, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai pas d'avis à avoir sur ce que font les gens le pour week-end ça et aussi. surtout, enfin, tu vois? Et même ça pose vraiment la question de est-ce que, la direction de l'entreprise dans laquelle vous bossez, elle doit être au courant de ce que vous faites le week-end et avoir un avis dessus? C'est un vrai sujet de bref et donc ouais, je me retrouve dans une crise, humaine, en interne entre, le spectre là et de l'autre côté, bah, les personnes qui étaient plus proches de ces 2 personnes en question. Est-ce que moi, en tant qu'employeur, je dois avoir une sanction sur le comportement privé de personnes. Est-ce que j'en ai le droit juridiquement? Et moi, Ouais, ma c'est réaction: nouveau pour toi en plus, «Tu connais rien, tu tu te fais péter des vitrines, tu te fais défoncer, tout le monde a un avis sur la question» et voilà et donc comment tu as réagi toi à ce moment-là? bah, j'ai essayé de faire du moins mal que j'ai pu. Ma boussole, ça a été le droit du travail. OK. Et en Oui, fait, tout est moi, je suis chef d'entreprise, en fait. Les gens il y a des gens qui disent: «Il faut virer ces 2 personnes immédiatement» et d'autres qui disent: «Mais à quel moment vous allez, sanctionner des personnes pour leur comportement dans la sphère privée?» Donc moi, j'ai suivi le cadre du droit du travail, j'ai pris le temps de et c'était peut-être ça le plus dur, tu vois? D'accepter de pas savoir et de d'abord prendre le temps et en fait, je suis confronté à une situation de crise, mais je vais pas essayer de surréagir et je crois qu'avec du recul, tu vois, 5 ans plus tard, la seule vraie bonne chose à dire, c'était: «Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. oui, voilà. Stop». Oui, de pas alimenter le débat et Voilà, toujours plus facile à dire 5 ans plus tard, mais
Mais aujourd'hui, ma vraie réponse et ma vraie fierté, tu vois, c'est parce que je porte une entreprise dont le nom de la marque est le slip français. Donc Donc déjà, ça te le positionne. slip, c'est déjà, faut vivre avec la mode, faut vivre avec ce côté un peu ringard mais cool, c'est un p enfin, tu vois, parler de slip tout le temps, c'est un peu chiant. Là-dessus, tu mets le mot français qui est quand même une des notions peut-être les plus complexes, philosophiques. C'est quoi être français aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Je pense que c'est un sujet qui nous dépasse tous et moi le premier. Mais du coup, moi, je dois faire vivre, une Et marque les valeurs déjà. de ta boîte, quoi. N'importe quelle marque, elle a des cycles de modernité, d'être un peu dans le coup, un peu moins dans le coup. Moi, je dois vivre avec la notion de français Oui. et donc OK. il y a des moments, France tu vois, 2018, on est champion du monde, tout le monde est fier d'être français. Il y a des moments politiques où c'est beaucoup plus compliqué d'être français. C'est une Oui, notion c'est pas complexe, c'est pas pas simple. c'est pas comme aux États-Unis où tout le monde est hyper fier d'être américain. Je sais pas si c'est toujours le cas. Alors, on rentre dans un autre Non, mais débat, mais peut-être pas maintenant, mais je veux dire, quel que soit le moment. Alors qu'en France, c'est vrai que quand tu brandis un drapeau français, ah bah, c'est toujours un c'est peu à double hyper mal tranchant. Il y a des moments dans l'histoire où on est très fier et donc moi, je dois, voilà, filer, un peu slalom. mais finalement, tu vois, entre, patriotisme et nationalisme et tout ça, nous, notre plus belle défense, c'est le slip. À la fin, on fabrique Oui, des ça slips reste en ouais, France et on garde de l'humour et du panache et c'est ce qui fait que je crois que 14 ans plus tard, on n'a jamais été récupéré politiquement et qu'on est toujours un objet, de vivant. mémorable, ouais. Ouais et parce que merde, à la fin, on est l'entreprise qui fabrique en France la plus importante en termes de chiffre d'affaires, 20 À 000 000 100 € de chiffre d'affaires, l'une des seules à et 100 français, vous êtes, ouais, 100 tricotage, tissage, confection, on peut pas faire plus made in France que ce qu'on fait. On se bat tous les jours et on incarne ce truc-là avec comme tout le monde, nos défauts, nos erreurs, nos envies, nos idées, parfois trop, mais avec, je crois, beaucoup de sincérité et beaucoup de courage et et ça, on pourra pas nous l'enlever. ça, c'est sûr. Et en fait, ça a dû vous impacter côté, business, côté image, oui, mais côté économique aussi, j'imagine, dans les ventes? Cet épisode, tu veux dire? Alors, Ou pas tant que pas ça, tant, finalement? pas tant OK. et d'ailleurs, c'est peut-être une leçon, tu vois, Ouais. aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil magnifique, mais c'est à la fois des bulles de Ouais, de haine. ouais, mais on le sait tous, mais c'est des bulles de grossissantes de trucs qui, dans la vraie vie, Oui, aurait pas autant ouais, n'auraient d'ampleur. pas un temps d'ampleur. Je pense qu'on voit tous parfois des commentaires tellement haineux, méchants, déplacés, que dans la vraie vie, les gens seraient incapables de faire et j'ai pensé à un slogan récemment qui serait, Ah, ouais, attention à ce «Lè lève-toi et scroll», tu vois? De, qui est qui serait pas mal adapté. voilà, voilà. Voilà, voilà, mais ouais, je trouve que ça Ouais, il en dit long, tu vois? De dire j'ai mis hier des blocages de temps sur Instagram et LinkedIn en tu les disant, respectes ou tu les fais sauter? bah, ça fait 2 jours, donc on va voir, on dira plus tard, mais mais oui, donc on n'a pas eu tellement d'impact sur les ventes. Par contre, ça nous a fait imploser intérieurement parce que quand je te raconte mon histoire et d'où je viens, Mmh. quand on nous traite de racistes et qu'on se dit que C'est et en fait, par-dessus est venu le covid et je sais pas si on en parlera après ou pas, mais toute la mobilisation juste contre ça. Ah, c'est quelques mois plus tard, vous avez eu un rebond incroyable avec le Covid parce que toute l'industrie, s'est arrêtée, tout le monde a été impacté et finalement, toi, vous avez eu une idée, assez incroyable pour, et ben, remotiver toute l'industrie, textile française et notamment le style français ouais, avec, des masques. exactement, donc l'épisode du blackface, c'est février 2020. 16 mars 2020, on est confiné, il faut fabriquer des masques et moi je me mets à dispo du ministère de l'Industrie et des Finances en disant: «S'il vous plaît, si vous voulez, je déploie des outils comme on sait faire tous les jours pour faire bosser les usines françaises ensemble». Est-ce que là, tu collabores avec 80 usines, vraiment françaises Exactement, de qui base. stoppaient aussi, quoi? Ouais, exactement et donc je crée un groupement qui s'appelle, Savoir-faire ensemble. Je rencontre Léa Marie qui est directrice générale à mes côtés aujourd'hui et on crée ce groupement qui a coordonné l'action de 1 400 entreprises pour fabriquer 200 000 masques. C'était une aventure dingue et oui, qui remet le slip dans le bon sens, au bon endroit. De dire, en fait, on est une boîte qui est utile, qui a des convictions, qui a du cœur et du courage. Mais du coup, ça a un peu mis le mouchoir sur cette Ouais, implosion du vous l'avez blackface ressenti. parce que, derrière, ouais, une histoire comme ça fait imploser une équipe. Bien Parce sûr. qu'humainement, tu peux pas construire une équipe qui a envie de bosser ensemble quand chaque matin tu te dis, chaque prestataire, chaque rencontre ne te fait que de parler cet épisode. Là, ça fait parler du style français, mais pour des bonnes raisons, du coup. Ah oui, là, du Ça coup, apporte de la belle exactement, visibilité. ça nous remet dans notre rôle, Ouais. dans le fait qu'on est entreprise à mission, au sens de la loi PAC, labellisé Bicorp, on essaie de tout bien faire en termes de RSE à tous les endroits et c'est vraiment difficile. Donc oui, on parlait justement des masques et de la mobilisation pour toute l'industrie. Ouais,
qui Et est là, ça vous a fait. et qui nous a fait, transformer l'année 2020. Il est super décousu mon podcast, désolé, Non, je non, pars c'est un peu dans tous les très. sens, mais Bon, c'est le but, hein, il y a pas très de, il y bien. a pas de fil Mais conducteur, t'inquiète pas. mais ouais, en 2020, je pensais qu'on allait planter la boîte puisque cet, épisode du blackface nous fait, rater une levée de fonds qu'on est en train de finaliser. D'accord, donc ça a pas impacté les ventes, mais finalement ça a impacté. Ouais, ça a vraiment, ouais, ça a failli ça a failli participer à nous mettre dans le mur et du coup, on réussit à faire en 2020 la meilleure année historique de l'entreprise, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions de Incroyable. d'EBITDA et oui et du coup, le covid derrière nous a fait penser qu'on était arrivé, qu'il allait y avoir un monde d'après où tout le monde allait acheter made in France. Ah oui, de rationaliser ses achats, plus de Non, conscience, plus de plus de. conscience écologique et je pense que, Ouais. chaque jour nous prouve que malheureusement c'est toujours bien le monde d'avant. Encore un gros challenge. Et après, donc là, on est en 2020. L'année dernière, donc en 2024, on a vraiment l'essor de tout ce qui est fast fashion Ouais, et toute inondation en fait de la mode européenne ouais, par ces marques chinoises. ouais, Donc ça a été assez compliqué pour beaucoup de marques du ouais secteur, et c'est que le début. voilà. Et notamment pour le style français Notamment pour le slip français, ouais. qui a frôlé la faillite chez Ouais, ouais, en Leclerc. fait, du coup, pendant le covid, on fait nos 2 meilleures années. Ouais. On se dit qu'on est trop fort, qu'on va devenir une marque de mode désirable, que tout le monde va acheter local et tout ça. Là, tu avais déjà plusieurs produits. Ouais, C'était pas que le slip on avait sans beaucoup développé le touche. catalogue, on faisait de la femme, de l'enfant, on faisait plein de trucs et ça a tellement bien marché pendant le covid qu'on s'est dit: «Ça y est, on est arrivé, on change le logo pour ne plus avoir que cette petite cocarde, pour ne plus être qu'une marque de slip, on devient une marque désirable, durable». Ça marche super bien, mais au déconfinement, boum, patatras, tout le monde achète dans les autres marques qui ont réouvert, les magasins ont réouvert, la concurrence de ces plateformes asiatiques. Je pense qu'on devrait tous arrêter de citer les noms des marques parce qu'on leur fait tellement de pubs, c'est autant ça devient gonflant. Mais en tout cas, ces nouvelles plateformes extrêmement agressives asiatiques arrivent sur le marché et du coup, la stratégie d'une marque, avec un produit assez cher, à 40 € le sous-vêtement, une marque cadeau, ne fonctionne plus. En fait, on n'est plus dans le marché du tout et on doit trouver une solution pour maintenir notre engagement de fabrication française, mais vendre un produit à un prix plus compétitif. Et il fallait être réactif parce que finalement, ça passait plus du tout. Et donc là, Léa Marie, qui est directrice générale à mes côtés, que je salue, que j'appelle chevalier du slip, Ah, à mes excellent. côtés. Elle a été nommée dans l'Ordre national du mérite, chevalier, donc je l'appelle chevalier du slip. Elle a fait un parcours à l'inverse du mien. Elle a bossé pendant 20 ans pour les marques de grande distribution, Carrefour, Auchan, OK. Lafayette, en fabriquant leurs collections propres, Ouais. justement à l'import. Maghreb, Portugal, Chine, Bangladesh, elle les connaît toutes ces usines. Pendant 20 ans, elle a travaillé avec elles. Au bout de 20 ans, elle se dit: «Je veux venir bosser pour mon pays, j'en ai assez De de faire pour les autres. de le faire pour les autres et de le faire comme ça. Je veux revenir travailler en France». Elle revient au moment du covid à l'IFTH, l'Institut français de textile habillement. Elle teste tous les masques et on se rend compte à cette occasion-là et à la fin du covid, je lui dis: «Bah, est-ce que tu serais partante pour venir bosser avec moi?» Elle me rejoint jusqu'à prendre la direction générale du slip à mes côtés et elle dit: «Mais en fait, on peut créer une industrie compétitive en France, on va le montrer. On n'arrive pas à le faire forcément avec les outils existants des autres partenaires, on va le faire avec nous. On rencontre nos autres différents associés, Bruno Haddad, Myriam et Raphaël, et on crée l'usine Bonne Nouvelle à Aubervilliers, où vous êtes tous invités à venir tous les vendredis. C'est 127, ouvert au public, ah ouais, tous les vendredis, le au vendredi. 127 rue Charles-Tillon, euh, Qui a ouvert il y a pas longtemps. qui a ouvert. Elle a démarré il y a 18 mois, mais on en a fait l'inauguration officielle en janvier. On a reçu Bruno Le Maire, Nicolas Dufour, qu'on a fait un truc vraiment cool. Et on montre dans cette usine qu'on peut fabriquer 16 000 sous-vêtements par semaine avec un mix entre Waouh. des machines automatiques et de l'humain. Et on arrive à être l'usine la plus productive en fabrication de sous-vêtements en France. Et donc essayer de montrer que c'est possible de fabriquer en France. Donc là, tu relocalises finalement en France. Tu continues quand même à collaborer avec On continue à les bosser avec ateliers. les autres partenaires, bien sûr, mais cette usine nous permet de montrer que c'est possible de faire les investissements. Donc c'est des machines automatiques, mais voilà, qui font pas non plus décoller des fusées, hein, mais on va fermer la ceinture automatiquement, couper la ceinture automatiquement, assembler la ceinture sur le corps du boxeur automatiquement, et on gagne des précieuses secondes, et on a vraiment réussi à atteindre des prix d'achat qui sont vraiment compétitifs, En augmentant les volumes. tout en augmentant les volumes, en simplifiant la gamme, et donc on est capable de vendre aujourd'hui un sous-vêtement en dessous de 20 € entièrement fabriqué en France, là où on était au double du prix. Génial. Donc on a lancé cette fameuse révolution, on divise le prix L'année par 2 dernière. en disant, et j'aurais pas imaginé que le message soit aussi porteur.
J'ai dit: «Ça passe ou ça casse», il y a 1 an de ça, en avril Je me 2024 souviens. et on a fait le tour des télés. Ouais et vraiment les gens: «Mais donc vraiment vous allez mettre la clé sous la porte?» Je dis: «Mais en fait moi je suis pas magicien. Ouais, tu le poids, quoi. Si je vends mes produits 40 € et que je perds 10 de chiffre d'affaires par an, je suis entrepreneur, je suis pas magicien, je sais pas inventer l'argent» et voilà, si je redonne quelques chiffres, il y a donc le marché en France, il y a 3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché en France par an. Si on prend, ça c'est tous les vêtements vendus chez Carrefour, chez Auchan, chez Shein, chez Zara, chez qui tu veux, OK. tout le monde, ça fait Toutes les 3 milliards nouvelles collections. partout. Ça inclut les marchés publics, les uniformes, tous les vêtements fabriqués, enfin distribués sur le marché français en France par an, c'est 3 milliards. Sur ces 3 milliards, tout confondu, tu en as que 3 qui sont effectivement fabriqués en France. Dit autrement, on importe 97 de nos vêtements. Ouais, dit Et comme ça, évidemment, c'est donc voilà, fou. et évidemment 90 de ces vêtements restent dans nos placards, donc on en achète beaucoup trop et quand on n'achète rien localement. Alors qu'on sait que, voilà, tous les Français le savent, ils ont envie de soutenir le made in France, ils ont compris que c'était plus d'emplois, ils ont compris aussi que c'était moins de CO2. Un t-shirt made in France, c'est 5 kilogrammes de CO2 émis, un t-shirt made in ailleurs, c'est 10. Voilà, donc Et comment, quel conseil tu peux donner? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour essayer de convaincre justement les personnes de consommer, français, du Made in France? Parce que tout le monde veut, aussi pour, avoir bonne conscience, mieux consommer, prendre, je sais pas, prendre le train, manger mieux et cetera. Mais pour consommer la mode, c'est quoi les arguments que tu donnes? c'est une question super compliquée parce que Est-ce que ça doit c'est pas frustrant pour toi de toujours être attaché au prix? Qu'on te dise: «Oui, mais c'est le prix, mais c'est ouais, ouais, trop cher». en fait, Est-ce que c'est vraiment ça le c'est truc? cette question des nouveaux récits. Ouais. Tu vois ce que dit un Cyril Dion sur, l'écologie, c'est: «On a besoin de nouveaux récits». Mais ils sont difficiles à trouver, ils sont peu ou pas audibles, ce qui est audible aujourd'hui, c'est, tout ce qui va être anxiogène, tout ce qui va faire peur ou Oui, c'est ça, tout ce qui va être un peu, agressif. qui va aller chercher du clic. Mmh, tous les messages un peu plus construits, pédagogiques vont être beaucoup moins audibles et finalement, tu vois, nous, dans notre révolution, ce qui a marché, c'est qu'on a dit: «Ça passe ou ça casse». On a dit: «On est en danger vital» et donc on a intéressé tout le monde. Quand on dit que tout va bien, Ouais. on fait chier tout le monde. Et aujourd'hui, dans le contexte économique et politique ultra, incisif, tu vois? Il y a pas chaque jour, on doit commenter, savoir si Trump est allé pisser ou pas, quoi, quelque part et forcément, tu fais des slips en France, bah, tout le monde s'en fout, quoi. Donc là-dedans, moi, je dois trouver le terrain de jeu entre, je suis en train de mourir en petite boîte en France et en même temps, je vous fais rire et les impacts et je vois donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'en fout pas mal du bilan carbone de nos vêtements. Je pense que ce terrain de jeu-là, il est plus audible. C'est terrible à dire, mais c'est une réalité et Pour le consommateur, tu veux dire? ouais, C'est plus la responsabilité des marques finalement? Un peu plus? ouais, oui. Je pense que les marques, elles doivent se concentrer sur un message clair, un seul et nous, notre message, c'est juste: «Soyez fiers de votre slip» et c'est le seul. S'il y en a un seul, c'est celui-là. C'est à la fin, ton slip, c'est le premier truc que tu mets chaque jour. Est-ce qu'il va te faire de grandes choses? Tu vois? Comment convaincre un client, je dois trouver chaque jour l'équilibre entre, le faire chialer, le faire flipper, le faire Ouais, je vois, rire, l'émotion, la peur, et c'est super dur. J'ai reçu il y a pas longtemps, Victor Sato, je pense que tu connais et du coup on parlait de ça aussi, de ce rôle, pédagogique et éducatif. Il disait que finalement il fallait pas spécialement blâmer les consommateurs parce qu'on est tellement soumis à la tentation de tout que c'est difficile et que c'était plus les boîtes finalement qui Ouais, mais du coup, les boîtes, est-ce qu'elles en ont les moyens? ouais, c'est ça. C'est tellement compliqué, c'est un métier qui est compliqué aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrence, les gens achètent moins et tant mieux. L'essor de la seconde main, tant mieux. Sur Vinted prend beaucoup de parts de marché, tant mieux. Voilà, c'est un métier qui est difficile et si tu veux, la mode, c'est quand même les vêtements que tu portes, ça dit quand même beaucoup de toi et il y a Ouais, bien pas sûr. juste une dimension, enfin, tu vois, on peut Et pas une tous dimension sociale, de représentation aussi. tu vois, aujourd'hui, c'est presque l'achat d'un vêtement, c'est presque géopolitique, quoi. C'est, tu vas soutenir Decat, parce que le produit est super bon et au bon prix. En même temps, il y a un cache investigation qui va te dire qu'ils ont bossé chez les Ouïghours. Ouais. Mais aujourd'hui, moi, je suis après convaincu qu'il y a pas eu de déconsommation, dans les magasins Carrefour depuis le reportage. Pardon, dans les magasins Decat. Ouais. Parce que Decat, le produit est super bon Oui, et le prix est performant et bien positionné, c'est clair. et Exactement. les plateformes asiatiques, elles sont super fortes, même, extrêmement cyniques. Une célèbre plateforme dont je ne citerai pas le nom vient de publier en ce moment une grande campagne d'affichage
fabriqué par l'une de nos premières agences de Ouais, publicité française. j'ai vu. C'est Le cynisme de ça, il c'est est un dingue, du greenwashing à l'état pur. dingue. Et la tribune, elle est au dos de nos plus grands quotidiens, et elle va être sur les abribus partout dans Paris. Et moi, je vois ça, je me dis: «Waouh, Ouais, parce qu'on peut pas lutter, en fait, finalement, ils sont trop contre forts». l'argent, ouais. Ils sont trop forts parce que, ils jouent avec aucune règle. Donc heu, donc nous, on doit être des chevaliers à jouer dans les règles et trouver les moyens d'être encore plus forts. Et surtout, je crois, tu vois, là, je te décris cette campagne Ouais. sans jamais blâmer le consommateur qui va aller dedans. Je te donne pas le nom, je te donne petit quoi. C'est une réalité Bien avec sûr. laquelle je dois composer. Mon job, je crois, c'est de proposer une solution et un truc Mmh. positif. Est-ce que Parce tu penses que vous arrivez bien à faire avec tous les nouveaux, on est une petite projets? boîte à peine rentable, qui a des galères tous les jours, mais je crois que ce qu'on a pour nous, c'est on est là depuis 15 ans, fidèle au poste. Et oui et vous êtes ancrés, en fait, dans la tête, Ouais, des personnes aussi quand on parle de style français et surtout que là, en ayant baissé les prix, vous ouvrez à beaucoup plus exactement. de clientèle et donc ça permet de toucher beaucoup plus de monde, Ouais, ce qui est génial. Mais toi qui avais fondé, par exemple, cette marque premium avec, des codes un peu d'une marque, un de peu luxe, luxe, ouais. comme tu, citais tout à l'heure. Là, on baisse les prix, on s'ouvre plutôt à la grande On rentre conso. chez Carrefour, on rentre chez Voilà, Leclerc. tu retransformes vraiment, ta marque et d'ailleurs bravo parce que c'est des super contrats. Ouais. Mais toi, par rapport à la marque que tu avais créée, qu'est-ce que c'est? C'est une déception? C'est une transformation? Tu as besoin de t'adapter au marché? En fait, moi, je crois que c'est un bon conseil à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, et tu me Ouais, diras, ça sera une des questions que je te poserai tout à l'heure. En fait, je crois qu'il faut revenir à ce pourquoi on fait les choses. Moi, j'ai démarré le slip français il y a 14 ans, pas pour faire une marque haut de gamme de slip. Je suis pas créateur de mode, je suis entrepreneur qui a envie de porter des valeurs. pas encore de défilé à la Fashion Week, Voilà, je suis pas Jacques Mus. Je suis très déçu, je le salue au passage, le bon vieux Simon, mais il répond pas à mes messages et il a raison parce que, vous voulez ce serait ta collab, idéale? ouais, mais en fait, je l'aurai jamais, et parce que, ou en tout cas, si je laisse, c'est pour les bonnes raisons. Moi, je suis pas créateur de mode, je suis entrepreneur, j'essaie de défendre des valeurs auxquelles je crois, et donc à 14 ans, j'ai voulu, pour l'histoire que je t'ai racontée, montrer que c'était possible de fabriquer en France et qu'on est capable de faire des grandes choses, Et ta tenue? et j'essaye de tenir bon. Et du coup, mon idée, c'était pas de faire une marque haut de gamme. J'ai vendu les slips à 40 € dans un argumentaire plutôt luxe parce que j'achetais les slips 20 €. Maintenant que je les achète plutôt 10 €, j'ai les moyens de le distribuer. Mais moi, depuis ce que j'ai voulu faire au début, c'est montrer que c'était possible et de mettre un slip français sur les fesses de tous les Français. Oui, c'était une logique entrepreneuriale, avant tout, quoi. Et voilà, et aujourd'hui, moi, je porte la responsabilité, une partie là, ça a été du Made in France. Aujourd'hui, si je me plante, on va pas dire c'est une marque de slip qui disparaît. On va dire le Made in France, ça marche Ça pas. marche pas et ça, c'est un gros risque Ça, parce c'est ri ça qu'aujourd'hui, il y c'est a risky business. ouais, il y a très peu de marques qui font 100 made in Non, il y France. en a presque aucune. Est-ce que tu conseilles aux marques de se lancer là-dedans? Non. Ou Je conseille aux marques de nous appeler et de venir si elles ont un concept vraiment radicalement nouveau, mais de pas démarrer sans nous avoir appelés parce qu'il ouais, oui, y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et on essaye nous difficilement de prouver, voilà, on est quelques-uns, 1083, Tufri, mais bah, c'est les niche, les petits arbustes tout à qui fait. cachent la forêt, quoi. Et on parle beaucoup de mode responsable, durable et tout ce que tu as créé. Est-ce que toi, ça fait partie de tes valeurs aussi au quotidien, dans ta consommation? Ouais, mais tu vois, je suis un bon exemple. Si je fais l'exercice live, et vraiment, ça fait 14 ans que je suis sur le sujet, donc Ouais. la mode, ce n'est pas juste un exercice de géopolitique sur les fringues. Je porte des chaussures ASICS parce que je fais pas mal de courses à pied et qu'on m'a offert ce modèle qui est pas de la course à pied, mais elles sont trop bien. Je porte des chaussettes du slip français, un jean Carhartt, un t-shirt du slip et un slip du slip. Donc je suis à, Minimaliste, quoi. ouais, minimaliste, mais surtout je suis à 60 de Made in France, 70. Et je pense que je suis j'ai un iPhone. Voilà, je pense que je suis plutôt un bon élève, mais aussi je suis réaliste. Je porte un jean Carhartt parce que j'aime bien la coupe et qu'il est de bonne qualité. Oui, bien sûr. Mais il est fabriqué en Chine. Mais je pense qu'en étant pragmatiste et réaliste comme ça, je me dis, si moi qui bosse tous les jours avec des jeans français, je porte pas un jean aujourd'hui 1083 et Tufri que j'adore, Mmh. mais aujourd'hui j'ai essayé leur jean, mais Ça malheureusement te convient pas. la coupe me va pas. Et c'est pas que le produit est pas bon, c'est que j'ai peut-être pas encore trouvé la coupe. Je vais pas aller me fouetter et me forcer. Non, bien sûr. Et donc du coup, bah, pour mes clients, j'essaie de trouver le même juste équilibre. Et Mais ça peut être, par exemple, ta façon de voyager, de manger, de consommer, pas forcément la mode.
Ouais, mais je pense que comme tout le monde, je fais de mon mieux, en fait et je Très crois bien. qu'essayer de raconter autre chose, c'est se mentir et la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les entreprises, qui sont les vrais moteurs du changement, se fixent des objectifs de changer ça et en fait, aujourd'hui, nous, on est entreprise à mission au sens de la loi Pacte. On est labellisé Bicorp. Ça, c'est génial parce que c'est pas facile à avoir C'est comme, super comme dur, ouais. donc et on fabrique tout en France depuis 14 ans. Toute la chaîne, Toute la chaîne, de tricotage, tissage, confection, je n'ai jamais fabriqué un seul produit, une seule étoffe, rien en dehors de France. On fait ça, on n'a aucun avantage, sous aucune forme, fiscale, juridique, ce que tu veux, sous aucune forme, subvention ou autre, qu'une boîte qui ferait la même chose ou ailleurs. Donc c'est que de la conviction de chef d'entreprise et les clients, ils trouvent ça super, mais à la fin, si le prix est pas bon ou le produit est pas bon, exactement. ils Bah, se là, il cassent y a rien. plus d'excuses. Là, maintenant avec Et le prix c'est qui a un baissé, des slogans qu'on utilise d'ailleurs, plus d'ex mais ouais, je pense que dans un monde idéal, il faudrait que l'objectif des entreprises soit pas juste de faire de l'EBITDA, de la rentabilité économique, c'est essentiel, bien sûr, mais d'avoir des critères, ce qu'on appelle, extra-financiers, des critères d'impact, mais qui aujourd'hui, ils sont comme leur nom l'indique, ils sont extra-financiers. ça devient, un peu un plus, en fait. Ouais, mais c'est pas la rais c'est pas c'est Alors pas que le ça devrait être vraiment des bah, je crois, si on voulait tous aller dans le bon sens, parce que l'entreprise, je pense que c'est vraiment le bon échelon. Aujourd'hui, on voit que les gens ont plutôt confiance dans les entreprises par rapport, aux politiques, tu vois? Elles ont des leviers d'action colossaux à l'échelle mondiale, elles ont des réserves, elles ont les moyens de faire et elles ont l'organisation pour. Il faut juste qu'on les oriente dans le bon sens. et ben, dans Dialogue, la petite spécificité, c'est que l'invité me pose à son tour 3 questions. Donc, bah, je t'écoute, Guillaume. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ce qui fait lever le matin, c'est de faire des choses qui me plaisent, d'avoir aussi, de l'impact dans les différentes missions, que je fais et c'était pas forcément le cas dans mes anciens, jobs. Donc, comme quoi, en fait, on peut avoir, un obstacle dans la vie et ça nous fait rebondir et faire, des choses qui ont plus, finalement de sens pour, soi et donc voilà, c'est plus, impact et aussi essence. Est-ce que c'est une force ou est-ce que tu en as parfois marre d'être, toujours dans des contextes liés au handicap? Ici, on va être chez Paris Campus Santé, tu vois ce que je veux dire? C'est à la fois, ça permet de faire des choses, mais en même temps, est-ce que parfois tu as envie de tout envoyer chier en disant, Ben, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu, je suis un peu, dans deux situations. D'un côté, moi, ce que je fais au quotidien sur les réseaux, en entreprise et cetera, c'est beaucoup de sensibilisation, au handicap, donc forcément, je suis dedans. Après, moi, ce qui m'embête, c'est les frustrations qui sont liées à ce handicap. Parce que typiquement, pour enregistrer ce podcast, là, vous ne savez pas, on est, hébergés par, Paris Santé Campus, qui est un super, super lieu. Mais aussi parce qu'à Paris, on n'a pas trouvé de studio de podcast accessible, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis en fauteuil roulant. Donc là, c'est pour, un peu composer avec, toutes ces frustrations-là et forcément, ça me ramène à mon handicap. Mais après, je fais plein de choses qui sont pas forcément, liées à ça. Ça peut être, des concerts, des sorties, et des choses que je fais comme tout le monde, justement pour, me «normaliser», entre guillemets et ne pas faire, par exemple, des sorties qu'avec des personnes en situation de handicap ou autres. Mais c'est sûr que dans mes missions professionnelles, je fais aussi des missions d'accessibilité pour, bah, là, j'étais à Genève pour le salon de l'horlogerie, par exemple, des choses comme ça. Forcément, c'est lié à mon handicap, mais ça m ça m'énerve pas parce que finalement, c'est des opportunités que ce handicap m'a créées. Donc c'est un peu à double tranchant, double quoi. tranchant? Je sais pas si j'ai Si, répondu, si, à peu près, ouais. à peu près, d'accord. Ouais et une question, slip. Heu, En France, les sous-vêtements hommes sont achetés à entre 45 et 50 par les Ah, par les femmes. femmes, ouais. OK. À l'heure de à l'heure de beaucoup de questions sur, les relations hommes-femmes, Mmh. qu'est-ce que tu penses de ce fait absolument, objectif et factuel? En fait, je pense que les hommes, ils s'en fi enfin, pour la plupart, ils s'en fichent un peu des vêtements et c'est souvent leurs copines qui vont essayer de les éduquer, de les essayer de l souvent de c'est vraiment un terme, de les relooker, de leur apporter, des pièces un peu plus stylées, plus fashion et cetera. Donc ça m'étonne pas du tout, que ce soit sous-vêtements ou autre. Mais sous-vêtements, c'est vrai que c'est des cadeaux un peu faciles, tu sais, que ce soit on offre des chaussettes, des sous-vêtements, c'est vraiment des cadeaux, moi je vois typiquement ma mère à Noël, ce qu'elle va acheter à mon frère, c'est ça. C'est ce qui est voilà, c'est ou des voilà, soit des caleçons, soit des Donc je te ouais, confirme, c'est un usage aussi. les chaussettes, voilà et heu et non, bah, ce pourcentage, il me paraît hyper cohérent et c'est vrai que
je sais pas, vous pouvez monitorer un petit peu, dans votre base de données Oui, qui achètent, bien sûr. Ouais, complète c'est vraiment ça. C'est et 45 les de femmes d'accord. et ça bouge pas et c'est stable et d'ailleurs, c'est un truc qui amuse souvent les gens, tu vois? C'est tu d'accord ou t'es pas d'accord, mais à la Ouais, fin, c'est la moitié des femmes achètent des slips bah, à oui leur mec. et pour que ce soit online aussi? Ouais, bien sûr. Ah oui, parce qu'online, eux, ils peuvent le faire eux-mêmes, Ouais, bien sûr. se déplacer en Ouais, boutique. ouais, bien sûr. Se déplacer en boutique, c'est en quand même Ah oui, c'est un un autre engagement, grand engagement. mais en ligne, non, ça m'étonne pas du tout. En tout cas, moi, je trouve que ce chiffre, il est intéressant parce que ça dit beaucoup de choses, tu vois? Du rapport effectivement à la mode, à prendre soin de soi, à la Ouais. confiance en soi. Ouais, bien sûr, parce que même si c'est quelque chose qui se voit pas C'est a priori, hyper important. c'est important de se sentir bien, de savoir que tu consommes aussi, des choses, jolies, même si tu t'en fiches complètement des valeurs made in France, tu as quand même, le look qui est sympa, c'est bien, bien designé, c'est joli et c'est ça aussi. Bien Et tu sûr. as un sentiment aussi d'appartenance. Mmh. Quand tu vois toujours, un petit logo sur des chaussettes ou autre, c'est hyper chouette, d'avoir, ce sentiment-là et je pense que ça touche, tout le monde, même si c'est, des hommes qui s'en fichent un peu de la mode. À la Puis fin, voilà, ils à sont la quand même contents. fin, ils sont contents et je pense que les hommes, pour le coup, autant les femmes, je pense qu'on est peut-être un peu moins fidèles Ah dans ça, les c'est sûr. marques. Ouais, ouais, ça, je te le confirme. Alors les mecs, Voilà une fois qu'ils ont trouvé et leur les taille, j'ai mecs, l'impression voilà, que ça une fois que déroule. tu as ta taille, ton modèle, tu Ah ouais. renouvelles, Ça, c'est super pour nous d'ailleurs. voilà et c'est du récurrent, quoi et tu pas certes, tu as la concurrence, tu vas avoir bien évidemment, les fameux caleçons Calvin Klein et cetera, mais une fois qu'ils sont adeptes, bah, de ta marque, bah, pourquoi changer, quoi? Mmh. Je suis d'accord avec ça. Surtout que des caleçons, c'est pas des choses que tu vas essayer en magasin. Une fois que tu as le tien, bon, bah, ton À je presse convaincre. à convaincue de tous les cas. Moi, j'ai encore quelques petites questions pour toi, parce qu'on parle beaucoup de slip, beaucoup de travail, beaucoup parce que je sais que tu t'investis à fond dans ta boîte et c'est génial. Mais qu'est-ce que tu fais à côté, pour te ressourcer? Est-ce que tu es très famille? Est-ce que tu es très nature? Alors, je passe beaucoup de temps avec ma femme et mes enfants. J'ai 2 petits garçons qui ont 6 et 3 ans. Oh, Ils m'occupent pas mal. Je joue au rugby, je les emmène avec eux. J'ai pas réussi à bien les embarquer dans cette histoire. Ils aimaient bien, ils aiment plus trop. Je fais de la course à pied pas mal, j'aime bien ça. J'essaie de lire. Alors j'ai suivant les périodes plus ou moins le temps, mais je lis beaucoup de biographies, j'aime bien, ça m'inspire beaucoup. c'est quoi ton dernier livre? J'ai lu le bouquin de Xavier Niel, Une sacrée envie de foutre le bordel. Je suis en train de lire un bouquin sur, l'histoire de L'Oréal par François Dalle. Voilà, je lis plein de trucs plutôt quand même un peu business, mais pas que. J'aime bien, Gary Kessel et tout ça. Des trucs un peu, sur cette période, tu vois? 2e partie du XXe siècle. Ça, j'aime bien voyager. Là, tu vois, je reviens de 10 jours de vacances au Maroc. Ah génial. On a fait 1 500 kilomètres en voiture au Maroc, c'était Ah trop excellent, bien, OK avec les enfants. et les petits étaient sages, Ça, s'en ouais, c'était sortaient? trop bien, franchement, c'est trop bien. Donc, bah, un peu comme tout le monde, j'aime bien voyager, aller au ciné, voir mes potes, Des valeurs assez saines, quoi. ouais, Sport, amis, famille. j'ai exactement, rien de transcendant, et je crois que, tu vois, en avançant, ce ce que j'aime profondément, c'est avoir un parti pris sur les choses, sur l'actualité et c'est un rôle un peu de publicité, mais tu vois, aujourd'hui, je pense que le rôle de l'entreprise, il est super important et peut-être aider des entreprises autres que le slip, qui ont des engagements forts, à Mmh. trouver, en fait, qui elles sont, ce que les gens qui D'acc travaillent pour elles, incarnent, souvent dans les usines d'ailleurs et mettre des mots dessus. Tu vois, on a travaillé avec Duralex, par exemple ouais, et on a fait une chocolat, super belle campagne et je leur ai proposé la campagne qui s'appelle «Allons enfants de la cantine». à la rentrée. À la rentrée et qui était vraiment trop cool et qui a super bien marché et moi, alors je suis revenu sur un sujet un peu plus professionnel, Bah, oui. mais j'aime bien ce genre d'aventure. Oui, surtout que concrètement, ça t'apportait rien. C'était pour, Ouais, soutenir, collab, on a eu de la visibilité avec ça, mais c'est vrai qu'on a mais c'était fait beaucoup plus de ch pour les relancer, ouais et ce que j'aime, ça mêle le professionnel et le personnel, mais j'aime, ouais, rencontrer des histoires de gens engagés qui savent pourquoi ils font les choses dans la vie, qui sont passionnés, qui sont très attachés à ce qu'ils font. ouais, ça rejoint un peu tes valeurs et ta Ouais, façon d'être exactement aussi, quoi. et je crois que c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, voilà, la curiosité et de la Un peu de d'audace, d'audace j'imagine aussi, et donc de passion et des bons jeux de mots, ah oui, à la évidemment. plaisir. Ça va, tu m'en as pas trop fait encore. Non, j'étais assez sage. Moi, j'ai une autre question. Si tu pouvais envoyer un slip, donc le slip français évidemment, à une personnalité n'importe où dans le monde, Ouais. qui ce serait?
C'est une bonne question, j'ai Antoine Dupont quand même qui vient assez vite dans ma tête parce que franchement, il est vraiment trop fort. Mais vous êtes, liés, non, au rugby avec Au l'équipe rugby, ouais, française? on est en licence avec la fédération française de rugby, Ouais. donc ça, c'est super cool. Tu l'as déjà rencontré du J'ai jamais rencontré Antoine Dupont, donc Thomas Pesquet aussi assez haut dans la liste. Les Daft Punk, mon rêve absolu, Ah ouais? ouais, les Daft Ouais, Punk. ça fait 2 fois que tu les Ouais, cites. les Daft Punk, franchement, s'ils Excellent. pouvaient enfin assumer ouvertement auprès de tout le monde qu'ils portent le slip Tu penses français, ouais, ça m'arrangerait parce que ça fait quand même longtemps qu'on les équipe et c'est vrai? bien sûr, Ah excellent. personne pourra le vérifier, mais Ouais, ouais. en tout cas, j'aime à me dire que oui. Excellent et On va faire une pub avec juste les Daft Punk, juste, marqué, What else? voilà, exactement. Si tu avais pas créé le slip français, tu aurais fait quoi? Alors j'ai différentes options, quand même, en ayant bien lu le parcours de GF Kessel, j'aurais adoré être, grand reporter, mais je crois que j'aurais jamais eu le courage. Je me suis toujours un peu caché en me disant: «Je sais pas si je fais pas ça», mais ouais, le journalisme, la publicité et je crois que la suite pour moi, c'est d'être, j'aime bien cette idée de publicitaire de terrain. Tu vois, d'aller dans les usines, d'aller dans les aventures des gens et de raconter, l'essence de ce qu'ils font. Bah, tu le fais un peu là dans tes dernières campagnes, tu as Ouais, mis en avant un peu le les collaborateurs, ouais, exactement et ça, j'aime bien ça. Je crois que c'est vraiment, mon talent, je l'humain crois quoi. et je suis tu vois, je suis très sensible, je lui ai écrit hier d'ailleurs, au sujet des migrants et au sujet notamment des migrants qui traversent la Méditerranée et à l'association SOS Méditerranée. Ouais. J'ai beaucoup fait de bateau quand j'étais petit et En tant que bon parisien, ouais, en c'est tant que bon logique. parisien, exactement et j'ai écrit à la fondatrice de l'association SOS Méditerranée et ce truc-là m'a toujours, mobilisé, ce de voir voilà, ces gens qui Ouais, traversent. Il faut enfin, ouais, ça l'a encore une dépassé. fois, je reprends à l'histoire de mon grand-père, à l'histoire de ces ouvrières chinoises, en fait, des gens qui choisissent de changer de pays, c'est d'un courage et d'un voilà, émotionnel et matériel de Ouais, c'est c'est terrible de changer de pays, de se déraciner de là où on vient pour aller ailleurs, on le fait pas par choix. Rarement, je pense et du coup, bah, cette histoire-là, plus le fait que ces gens-là traversent la Méditerranée et on connaît tous ces images, je suis hyper sensible à ce sujet-là donc je lui ai écrit, je vais la rencontrer, on va voir comme souvent, on verra si ça s'aboutit mais je crois que si voilà, tu vois quelque part entre publicitaire, grand reporter et travailler dans le milieu associatif pour faire des choses qui ont du sens pour moi, voilà, trop chouette. un mélange de choses. Bon élève jusqu'au bout. Ouais, peut-être. Je mourrai peut-être avec ça. Bon, bah, merci beaucoup Guillaume pour Merci à cet toi, de échange. ton invitation. C'était hyper chouette et n'hésitez pas à dire aux commentaires ce que vous en avez pensé et précisez si vous achetez du slip français, c'est important. Si vous l'avez pas fait, vous Si vous ach ne l'avez pas fait, rendez-vous sur le site, non, non. évidemment, c'est le moment et puis abonnez-vous. À bientôt.